Il y a des moments dans la vie où nous nous retrouvons face à une des épreuves les plus silencieuses, les plus intérieures, les plus exigeantes qui soient. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une catastrophe visible, c'est simplement quelqu'un. Quelqu'un qui occupe une place dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos habitudes quotidiennes, et nous savons, quelque part au fond de nous, que cette place doit changer, que cette relation doit évoluer ou prendre fin, que nous devons, d'une façon ou d'une autre, apprendre à nous détacher. Et pourtant, même en prononçant ce mot, se détacher, on ressent quelque chose de résistant en soi, comme si se détacher, c'était trahir, comme si lâcher prise, c'était perdre, comme si l'amour que l'on a ressenti devait durer éternellement sous peine de n'avoir jamais vraiment existé. Aujourd'hui, je voudrais passer un peu de temps avec toi autour de cette question, pas pour te donner des formules, pas pour te proposer un programme en 5 étapes qui règle tout en 15 jours, mais pour réfléchir ensemble doucement à ce que signifie réellement se détacher de quelqu'un. Comment le faire avec dignité? Comment le faire sans se briser soi-même? Et autant que possible, comment le faire sans blesser inutilement l'autre? Parce que c'est là toute la complexité de cette démarche. Nous ne sommes pas seuls dans l'équation. Il y a l'autre. Il y a ses émotions à lui, à elle. Il y a l'histoire que nous avons construite ensemble, et même quand nous savons que le chemin doit continuer différemment, nous portons ce souci de ne pas faire de mal. Ce souci est beau, il témoigne de notre humanité, mais il peut aussi nous paralyser si nous ne lui apprenons pas sa juste place. Alors installe-toi confortablement, laisse les bruits autour de toi s'estomper un peu, et partons ensemble dans cette réflexion. Je veux commencer par quelque chose qui me semble fondamental et que l'on oublie souvent quand on est pris dans la douleur d'un détachement. L'attachement n'est pas un défaut, c'est une force. Nous sommes des êtres d'attachement. La psychologie nous le confirme depuis des décennies. Dès les premiers jours de notre vie, nous cherchons un lien, nous cherchons quelqu'un à qui nous accrocher, quelqu'un qui nous réponde, quelqu'un dont la présence nous rassure sur notre existence même. Ce besoin ne disparaît pas avec l'enfance. Il se transforme, il prend des formes adultes, mais il reste là, au cœur de qui nous sommes. Alors quand on s'attache profondément à quelqu'un, un amour romantique, une amitié ancienne, un parent, un mentor, ce n'est pas une faiblesse, c'est la marque d'une capacité à aimer. Et cette capacité est précieuse. Elle mérite d'être respectée, même dans le moment où elle doit se transformer. Je dis cela parce que j'ai rencontré dans ma pratique beaucoup de personnes qui se jugeaient sévèrement pour leur difficulté à se détacher. Elles se disaient: «Je suis trop sensible, je suis trop dépendant. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi?» Et cette autocritique ajoutait une couche de souffrance à une souffrance déjà présente. Elle n'aidait en rien. Au contraire, elle creusait l'isolement. La première chose que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est donc de poser ce jugement, de regarder ton attachement, aussi douloureux qu'il soit dans ce moment, avec une certaine tendresse. Tu t'es attaché parce que tu sais aimer. C'est un point de départ digne. Maintenant, parlons de ce que le détachement n'est pas, parce que je crois que beaucoup de nos blocages viennent d'une représentation faussée de ce que nous essayons d'accomplir. Se détacher, ce n'est pas effacer, ce n'est pas annuler, ce n'est pas faire comme si l'autre n'avait jamais existé, comme si ce que nous avons vécu ensemble ne comptait pas. Cette tentation existe, la tentation de tout rayer, de tout nier, de construire une forme d'indifférence artificielle, mais elle ne fonctionne pas. Et surtout, elle n'est pas nécessaire. Pense à un arbre en automne, les feuilles tombent, c'est pas parce que l'arbre rejette ses feuilles parce qu'il les considère comme inutiles ou nuisibles, c'est simplement parce que la saison a changé. Et l'arbre, en lâchant ses feuilles, ne devient pas moins arbre, il se prépare à traverser l'hiver pour que de nouvelles feuilles puissent pousser au printemps. Le détachement émotionnel ressemble à ça. C'est pas une amputation, c'est une transformation. C'est apprendre à porter autrement quelque chose qui était là, qui a eu sa place et qui doit maintenant s'installer différemment dans notre vie intérieure. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent dans mes conférences: on ne guérit pas de quelqu'un en l'oubliant.
On guérit en trouvant la bonne distance. La bonne distance. Pas l'oubli, pas l'indifférence, pas la froideur, mais une distance intérieure qui nous permet de penser à l'autre sans être submergé, de croiser son souvenir sans être renversé, d'accepter qu'il ou elle ait une place importante dans notre vie, tout en reconnaissant que notre vie continue. Mais comment y arrive-t-on concrètement? Comment passe-t-on de la théorie à quelque chose que l'on peut réellement vivre? Je voudrais te parler d'une étape que je considère comme incontournable et qui est souvent la plus douloureuse, l'étape de la reconnaissance. Reconnaître ce que l'on a perdu, vraiment, pas en surface, pas avec des mots généraux comme oui, c'était quelqu'un d'important, mais aller chercher le détail. Qu'est-ce que cette personne spécifiquement t'apportait? Quel besoin elle comblait? Quelle part de toi s'exprimait en sa présence? Peut être que c'était une certaine légèreté, peut être que tu riais différemment avec elle, peut être qu'elle te regardait d'une façon qui te faisait sentir vu, compris, important. Peut être qu'elle t'aidait à te sentir moins seul dans ta façon de voir le monde. Ces choses-là sont réelles et les reconnaître, c'est leur rendre hommage. C'est aussi commencer à comprendre ce que tu devras trouver autrement en toi ou dans d'autres relations. Je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle essayait de se détacher d'une relation amoureuse qui s'était terminée et elle me disait je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, c'était même pas une si bonne relation. Et en creusant ensemble, on a découvert que ce qu'elle ne parvenait pas à quitter, c'était moins lui en particulier que le sentiment d'être choisi, d'être la personne que quelqu'un avait décidé de voir chaque jour. Ce besoin-là était profond. Et tant qu'elle ne l'avait pas nommé, il continuait à agir dans l'ombre, à la ramener vers cet homme malgré elle. Nommer ce que l'on perd, c'est commencer à reprendre le pouvoir sur ce que l'on vit. Il y a une deuxième étape qui me semble tout aussi importante, et c'est ce que j'appelle le travail sur les pensées intrusives. Tu connais ces pensées? Ce sont ces moments où tu essayes de penser à autre chose, de te concentrer sur ton travail, sur une conversation, sur un film, et soudain, sans prévenir, l'image de l'autre surgit. Un souvenir, une phrase qu'il ou elle a dite, une scène que vous avez vécue ensemble, et en un instant, tu es de retour dans la douleur. Beaucoup de personnes essaient de lutter contre ces pensées, de les repousser, de se forcer à penser à autre chose. Et elles se découragent quand ces pensées reviennent encore et encore, comme une vague que l'on ne peut pas arrêter. Voilà ce que la recherche en psychologie nous apprend et ce que l'expérience clinique confirme. Lutter contre les pensées intrusives les renforce. C'est le paradoxe de l'ours blanc. Si je te dis n'en pense pas à un ours blanc pendant les 30 prochaines secondes, qu'est-ce qui va se passer? L'ours blanc va s'imposer à ton esprit précisément parce que tu essaies de l'en chasser. C'est pas lutter contre les pensées qui aident, c'est changer notre relation à ces pensées. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à observer la pensée sans la juger, à se dire tiens, voilà une pensée sur lui, voilà une pensée sur elle, pas je suis faible parce que j'y pense encore, pas je dois absolument m'en débarrasser, juste cette pensée est là, je la vois et je peux laisser passer. C'est pas facile au début, ça demande de la pratique, mais progressivement, quand on arrête de donner de l'énergie à ces pensées en les combattant, elles commencent à perdre de leur intensité. Elles reviennent, oui, mais elles restent moins longtemps, elles font moins mal, si jusqu'ici quelque chose de ce que tu as entendu t'a fait réfléchir ou t'a touché, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de continuer à recevoir ces réflexions sur l'art d'aimer sans se perdre soi-même. Et cela m'aide à continuer ce travail avec toi. Je voudrais maintenant aborder quelque chose dont on parle peu quand on évoque le détachement, la question de la culpabilité. Parce que souvent, ce qui nous retient n'est pas l'amour à proprement parler, c'est la culpabilité, la peur de faire du mal, le sentiment que si nous partons, si nous nous éloignons, si nous mettons une distance, nous sommes responsables de la souffrance de l'autre.
Et cette culpabilité peut être très puissante, elle peut nous maintenir dans des liens qui ne nous nourrissent plus, elle peut nous pousser à rester disponible pour quelqu'un alors que cette disponibilité nous épuise, elle peut nous faire revenir encore et encore vers une relation que nous savons terminer, simplement parce que nous ne supportons pas l'idée d'être la cause de la douleur de l'autre. Je veux être doux mais clair sur ce point, tu n'es pas responsable des émotions de l'autre. Tu es responsable de tes actes, de ta façon de te comporter, de la manière dont tu traverses ce détachement avec respect, avec honnêteté, avec soin, mais tu ne peux pas et tu ne dois pas t'obliger à rester dans un lien pour protéger l'autre de sa propre souffrance. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé. Et paradoxalement, maintenir un lien artificiel pour ne pas faire souffrir l'autre, c'est souvent lui rendre un mauvais service, parce que cela l'empêche de faire son propre chemin, de traverser sa propre douleur, de trouver ses propres ressources. La vraie bienveillance envers l'autre, parfois, c'est d'avoir le courage d'être honnête, de dire clairement ce qui est, de ne pas laisser l'autre dans un entre-deux douloureux. Cela m'amène à parler de la façon dont on traverse ce détachement quand il s'agit d'une séparation que nous avons choisie. Quand c'est nous qui décidons de partir, de mettre fin à quelque chose, de prendre de la distance, c'est peut être la situation la plus difficile à gérer émotionnellement, parce qu'elle réunit deux choses contradictoires, la certitude intérieure que c'est la bonne décision, et la douleur de voir l'autre souffrir à cause de cette décision. Ces deux choses peuvent coexister, et elles doivent coexister en fait. Quelqu'un qui quitte une relation sans ressentir aucune douleur, sans aucune compassion pour la souffrance de l'autre, n'a probablement pas vraiment aimé. La douleur que tu ressens devant la souffrance de l'autre est la preuve de ton humanité. Elle ne remet pas en cause ta décision, elle l'accompagne. Ce que je te propose, c'est d'apprendre à porter ces deux réalités en même temps. C'est difficile et c'est juste. Ces deux phrases ne se contredisent pas, elles se complètent. Et pour l'autre, pour celui ou celle qui reçoit ce détachement, qu'il soit voulu ou subi, la chose la plus généreuse que tu puisses faire, c'est d'être clair. La clarté, même douloureuse, est un cadeau. L'ambiguïté, le chaud-froid, le je ne sais pas, peut être, on verra, c'est cela qui blesse le plus profondément et le plus durablement. Je voudrais te parler maintenant d'un concept que j'aborde souvent avec mes patients et qui me semble central dans tout travail de détachement, c'est le concept de deuil. Le mot deuil fait peur parce qu'on l'associe à la mort, mais en psychologie, le deuil est beaucoup plus large. C'est le processus par lequel nous traversons la perte de quelque chose d'important, une relation, un projet, une image de nous-mêmes, une façon dont nous pensions que les choses allaient se passer. Et ce processus, il a sa propre logique. Il ne se fait pas en ligne droite, il ne suit pas un calendrier prévisible, il a ses avancées et ses régressions, ces jours où l'on se sent presque léger et ces jours où la douleur revient avec une intensité que l'on croyait dépassée. Elisabeth Kubler-Ross a décrit des étapes dans le deuil, le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Et même si ces étapes ne se vivent pas toujours dans cet ordre, elles nous donnent une carte utile pour comprendre ce que nous traversons. Peut être que tu es dans la colère en ce moment, une colère contre l'autre, contre toi-même, contre la situation. Cette colère est légitime. Elle a quelque chose de sain, elle témoigne que ce que tu as perdu avait de la valeur. Peut être que tu es dans la négociation. Ces pensées qui reviennent, et si je lui envoyais un message, et si on essayait encore une fois, et si je m'étais trompé sur ce que je ressentais. Cette négociation avec toi-même, avec le passé, avec les possibles, est une étape normale. Elle ne signifie pas que tu as tort de te détacher, elle signifie que tu es humain. Et peut être que tu touches par moments quelque chose qui ressemble à l'acceptation. Ces instants où tu regardes la situation avec un peu plus de recul, où tu te dis c'était et c'est terminé et je continue. Ces instants-là vont s'allonger progressivement avec du temps et du travail intérieur. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, les comportements qui aident et ceux qui retardent le processus. Parce qu'il y a des choses que nous faisons
parfois sans en être vraiment conscients, qui nous maintiennent dans le lien émotionnel alors même que nous voulons nous en libérer. La première, c'est ce que j'appelle la surveillance du souvenir. Regarder les photos, relire les anciens messages, visiter les réseaux sociaux de l'autre, repasser par les endroits que vous fréquenciez ensemble. Ces comportements ont quelque chose de réconfortant. À court terme, ils nous donnent une dose de proximité avec quelque chose que nous avons perdu, mais ils entretiennent l'attachement, ils empêchent la cicatrice de se former. C'est pas une règle absolue. Il n'est pas question de tout effacer du jour au lendemain de façon brutale. Mais si tu remarques que tu te retrouves régulièrement à relire de vieux messages, à regarder des photos, à surveiller ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux, pose-toi honnêtement la question, est-ce que ce comportement m'aide à avancer ou est-ce qu'il me maintient en place? La deuxième chose qui retarde le processus, c'est ce que j'appelle garder la porte ouverte symboliquement. On reste amis, on se voit de temps en temps, je suis là si tu as besoin. Ces formules peuvent être sincères et peuvent, dans certains cas, faire partie d'un vrai réaménagement de la relation. Mais très souvent, elles sont une façon d'éviter la douleur de la coupure nette, de se protéger de la perte totale en maintenant un fil. Et ce fil, aussi mince soit-il, peut devenir une entrave, parce qu'il empêche de faire le deuil complet, parce qu'il laisse la porte de l'espoir entr'ouverte, même quand l'espoir ne sert plus à rien de constructif. Je ne dis pas que tous les ex ne peuvent pas devenir des amis, cela arrive. Mais cela demande généralement une période de séparation franche, un vrai travail de deuil, avant que l'amitié soit possible sans souffrance. Si ce que tu entends aujourd'hui t'est utile, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ces petits gestes m'aident énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose qui me touche particulièrement, le détachement quand l'amour est encore là. Parce que souvent, on imagine que pour se détacher de quelqu'un, il faut d'abord ne plus l'aimer, ou que se détacher, c'est la preuve que l'on n'aimait pas vraiment. Et c'est pas vrai. On peut aimer quelqu'un profondément et savoir en même temps que cette relation ne peut pas continuer. On peut avoir de la tendresse, de la gratitude, même de l'amour pour quelqu'un et reconnaître que vivre avec lui ou elle nous détruit, ou nous empêche de grandir, ou nous maintient dans une répétition douloureuse. C'est peut être la forme de détachement la plus exigeante, parce qu'elle n'a pas de colère pour l'alimenter, elle n'a pas de trahison pour justifier la distance, elle n'a que cette lucidité tranquille et douloureuse, c'est pas bon pour moi, même si c'est beau par ailleurs, même si l'autre est une bonne personne, même si nous nous aimons à notre façon. Dans ces cas-là, j'invite souvent à faire un exercice simple. Je demande, dans 10 ans, si tu continues sur ce chemin, comment imagines-tu ta vie? Et ensuite, dans 10 ans, si tu choisis le détachement, comment imagines-tu ta vie? C'est pas une boule de cristal, c'est pas une certitude, mais c'est une façon d'inviter la partie sage de nous-mêmes à parler cette partie qui sait au fond, même quand le cœur résiste. Et souvent, ce que les gens me répondent est très éclairant. Ils décrivent la première option avec des mots d'épuisement, de stagnation, de tristesse douce, et la deuxième avec des mots qui ressemblent à de l'espace, à de la possibilité, à quelque chose qui respire. Je voudrais maintenant parler de la solitude qui suit le détachement, parce que c'est souvent elle que l'on craint le plus, pas tant l'autre que l'absence de l'autre. Il y a une différence importante entre être seul et se sentir seul. On peut se sentir terriblement seul dans une relation, on peut se sentir invisible, incompris, isolé, même entouré. Et on peut être physiquement seul, temporairement, tout en portant une richesse intérieure réelle, tout en se sentant en lien avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses désirs. Le détachement nous confronte souvent à notre relation à nous-mêmes. Quand l'autre n'est plus là pour remplir les silences, pour occuper nos pensées, pour structurer nos journées, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Et cette rencontre peut être inconfortable, surtout si l'on n'a pas l'habitude d'être seul avec soi-même. Mais cette rencontre est aussi une opportunité rare. C'est dans ces périodes de solitude souvent que nous découvrons ou redécouvrons qui nous sommes réellement, ce qui nous plaît, ce qui nous nourrit,
ce que nous voulons pour notre vie, indépendamment de l'autre. Je pense à un homme que j'ai accompagné après une rupture difficile. Il vivait seul pour la première fois depuis 15 ans. Et les premières semaines, il m'appelait en panique, incapable de supporter le silence de son appartement. Mais progressivement, quelque chose s'est passé. Il a recommencé à lire. Il a repris un instrument de musique qu'il avait abandonné. Il a redécouvert une façon d'être qui lui appartenait, à lui seul, et qu'il avait oublié dans la vie à deux. La solitude qui suit un détachement peut être, si on l'apprivoise, un des moments les plus fertiles de notre vie intérieure. Il y a une question que l'on me pose souvent et que je veux aborder directement: combien de temps ça prend? Et ma réponse est toujours la même si elle peut paraître décevante: cela dépend. Cela dépend de la profondeur de l'attachement, de la durée de la relation, des circonstances du détachement, de l'histoire personnelle de chacun, parce que les blessures du présent réveillent toujours des blessures plus anciennes. De la façon dont on traverse cette période avec ou sans soutien, avec ou sans travail intérieur. Ce que je peux te dire en revanche, c'est ceci: les recherches en psychologie nous montrent que le cerveau est beaucoup plus résilient qu'on ne le pense, que la douleur émotionnelle, aussi intense soit-elle, a une durée de vie limitée, que les êtres humains ont une capacité naturelle à s'adapter, à se reconstruire, à trouver de nouveaux équilibres. C'est pas une promesse que tout ira bien dans 3 semaines, mais c'est une certitude que les choses changent, toujours. Et pendant ce temps, ce qui aide le plus, c'est de ne pas se battre contre le processus, de l'accueillir, de lui faire confiance. Même les jours difficiles, même les régressions font partie d'un mouvement vers quelque chose de plus apaisé. Je veux te parler maintenant d'un aspect que l'on néglige souvent dans les discussions sur le détachement: l'importance des rituels. Les rituels ont été, de tout temps et dans toutes les cultures, une façon d'accompagner les transitions, les passages, les fins et les commencements. Et dans notre vie moderne, nous en manquons cruellement. Nous n'avons pas de rite de passage pour les ruptures amoureuses, pas de cérémonie pour marquer la fin d'une amitié, pas de façon codifiée de dire cette période de ma vie est terminée, une autre commence. Alors je t'invite à créer le tien. Pas quelque chose de grandiose ou de compliqué, quelque chose de simple et de significatif pour toi. Certaines personnes écrivent une lettre à l'autre, une lettre qu'elles n'enverront pas, pour dire tout ce qu'elles n'ont pas pu dire, ou tout ce qu'elles voudraient que l'autre sache, ou simplement pour donner une forme à ce qu'elles ont vécu. D'autres, allumant une bougie, s'accordent un moment de silence et laissent symboliquement partir ce qui doit partir. D'autres encore font quelque chose de nouveau pour la première fois: seul un voyage, une activité, un endroit qu'elles n'avaient jamais exploré, comme un geste qui dit: ma vie continue et elle m'appartient. Ces rituels ne résolvent pas tout. Ils ne font pas disparaître la douleur d'un coup, mais ils nous donnent quelque chose de précieux: le sentiment d'agir plutôt que de subir, le sentiment de prendre part activement à notre propre histoire. Nous approchons de la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, et il y a quelque chose que je veux te laisser avant de conclure, quelque chose sur le sens de tout cela. Parce que la question revient souvent, et elle est légitime: quoi ça sert cette douleur? À quoi ça sert de se détacher si c'est si difficile? Est-ce que tout cela a un sens? Je crois profondément que oui, pas d'une façon mystique ou abstraite, d'une façon très concrète, très humaine. Chaque attachement que nous avons vécu, même s'il s'est terminé douloureusement, nous a appris quelque chose sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes capables de donner, sur ce dont nous avons besoin, sur les limites que nous devons apprendre à poser, sur la façon dont nous réagissons quand nous aimons, quand nous avons peur, quand nous perdons. Ces apprentissages ne sont jamais perdus. Ils deviennent une partie de qui nous sommes. Ils façonnent la façon dont nous aimerons ensuite si nous choisissons d'aimer. Et je crois que la plupart d'entre nous font ce choix. Ils nous rendent plus capables avec le temps de construire des liens plus conscients, plus libres, plus sains. Il y a une pensée qui m'accompagne souvent et que je veux partager avec toi. Les personnes que nous avons aimées et dont nous nous sommes détachés ne sont pas des erreurs de parcours, elles sont des chapitres. Et chaque chapitre a contribué au livre que tu es en train d'écrire.
Prenons maintenant quelques instants pour récapituler ensemble le chemin que nous avons parcouru aujourd'hui. Nous avons commencé par reconnaître que l'attachement est une force, pas une faiblesse, que se détacher ne signifie pas effacer, mais trouver la juste distance. Que la première étape est toujours la reconnaissance, nommer ce que l'on a vraiment perdu. Nous avons parlé des pensées intrusives et de l'importance de changer notre relation à ces pensées plutôt que de les combattre. Nous avons abordé la culpabilité et cette vérité libératrice. Nous ne sommes pas responsables des émotions de l'autre, seulement de la façon dont nous nous comportons. Nous avons traversé le deuil dans ce qu'il a de non linéaire, de chaotique parfois, mais aussi d'inévitablement progressif. Nous avons identifié les comportements qui retardent le processus, la surveillance du souvenir, la porte entr'ouverte et ceux qui l'aident. Nous avons parlé de la solitude comme d'une opportunité, du temps que ça prend et de la confiance que mérite ce processus, des rituels qui accompagnent les transitions et du sens que peut porter cette douleur quand on accepte de la regarder en face. Il me reste une chose à te dire, et c'est peu, hein, être la plus importante. Se détacher de quelqu'un, c'est aussi toujours un acte d'amour pour soi-même. C'est se dire, je mérite de continuer à vivre pleinement. Je mérite des relations qui me nourrissent plutôt que de m'appauvrir. Je mérite l'espace pour découvrir encore qui je suis et ce que je veux. Cet amour pour soi-même n'est pas égoïste. Il est nécessaire. Il est la condition de tout amour véritable que tu pourras donner ensuite, parce qu'on peut vraiment donner que depuis un endroit de plénitude, pas depuis un endroit d'épuisement ou de manque. Alors si tu traverses en ce moment ce chemin difficile du détachement, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Des millions de personnes l'ont traversée avant toi, des millions la traversent en ce moment même. Et la plupart d'entre elles, avec du temps, de la patience et un peu de soutien, ont trouvé de l'autre côté quelque chose qui ressemblait à de la paix, parfois à de la légèreté, parfois à une forme de gratitude pour ce qui a été et d'enthousiasme pour ce qui est à venir. Ce chemin est le tien. Il se fera à ton rythme. Et chaque pas, même les plus hésitants, te rapproche de toi-même. Prends soin de toi. Sois patient avec toi-même et rappelle-toi que lâcher prise n'est pas abandonner, c'est faire confiance à la vie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, les mots que l'on transmet à l'autre arrivent exactement au bon moment. On se retrouve dans le prochain épisode.